30 ans après le tout dernier voyage de l'Orient Express, l'historien Guillaume Picon a pu accéder aux archives inédites du train mythique et de légende, du voyage inaugural en 1883 à la décoration raffinée de René Lalique ou encore René Proux, en passant par les paysages exotiques traversés et aux personnalités bien entendu qui l'ont fréquenté, telles que Mata Hari, Laurence d'Arabie ou encore un certain Hercule Poirot. Bonsoir Guillaume Picon, merci d'être avec nous. J'ai failli dire Maghreb Orient Express, il s'agit bien entendu de 64 minutes Le Monde en français. Votre livre est publié aux éditions Albin Michel, texte que vous signez, préface de l'acteur et cinéaste Kenneth Branagh, et les photos sont signées Benjamin Shelley. Alors, on va commencer par le début, 1883. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte, quand, comment et pourquoi naît l'Orient Express ? Alors, l'Orient Express est un train qui a été créé par une compagnie ferroviaire, une jeune compagnie ferroviaire qui s'appelle la Compagnie internationale des wagons-lits, qui a été créée en 1872 par un jeune ingénieur belge très entreprenant qui a réuni différents capitaux, dont ceux du roi des Belges Léopold II. Et sa grande idée qu'il a trouvée aux États-Unis en voyageant à bord de sleeping cars Pullman, est d'adapter ces fameux sleeping cars à l'Europe. Et pour les adapter à l'Europe, il faut d'abord avoir des trajets longs qui nécessitent de passer la nuit à bord du train. Et comme à l'époque, les compagnies ferroviaires s'organisent à l'échelle de l'État et appartiennent dans certains cas aux États eux-mêmes, il faut mettre en place des négociations avec les États et les différentes compagnies. Donc, première pierre d'achoppement pour constituer un déplacement au long cours sur les rails en Europe, commencer par négocier avec les différentes compagnies. Ce à quoi s'emploie ce dirigeant belge dont je vous ai parlé, qui s'appelle Georges Nagelmaker. Alors, à ce moment-là, puisque vous parlez de long courrier, ça va d'où à où l'Orient Express ? Alors, l'Orient Express part de Paris, de ce qu'on appelle à l'époque la gare de Strasbourg, et qui est la gare de l'Est aujourd'hui, à une époque où Strasbourg fait partie de l'Empire allemand, et aboutit à Istanbul. Bien que lors du voyage inaugural que vous avez évoqué, en 1883, la voie de chemin de fer n'arrive pas jusqu'à Istanbul. Il y a des points de rupture de charge, et c'est en fait en bateau que les voyageurs arrivent à Istanbul. Il faudra attendre quelques années supplémentaires pour que la liaison ferroviaire soit véritablement directe entre Paris et Istanbul. Istanbul, c'est l'Empire ottoman à l'époque et pas la République turque moderne. Précision historique. Alors, dans l'imaginaire collectif, l'Orient Express incarne l'âge d'or du voyage. Il y a les tissus, il y a l'argenterie, il y a les boiseries. Au-delà, qu'est-ce qui fait que l'expérience à bord va être unique ? Il y a beaucoup de témoignages dans votre ouvrage. Alors, une des premières raisons, sinon la principale, du caractère unique de cette expérience tient, je pense, à la durée du voyage. Puisque lors du voyage inaugural de 1883, il faut compter précisément 81 heures pour relier Paris à Istanbul. Dans les années qui suivront, la compagnie parviendra à ramener ce voyage à une durée de 67 heures. Et donc, vous imaginez bien que durant une telle durée, il y a toute une vie, en quelque sorte, qui s'organise à bord de ce train. Les voyageurs font connaissance entre eux, surtout le train avance bien moins vite qu'un TGV aujourd'hui. Il y a certains passages où la vitesse moyenne doit être de l'ordre de 40 km/h, ce qui laisse le temps aux voyageurs de voir le paysage. Et c'est là un des arguments, un des attraits de l'Orient Express, qui est la découverte de ces paysages à travers d'abord l'Europe rhénane, puis l'Europe centrale jusqu'aux marges de l'Empire austro-hongrois, et puis au-delà, les lambeaux de l'Empire ottoman jusqu'à arriver à Istanbul, donc, côté Europe, et qui est l'avant-poste de ce qu'on appelle la Turquie d'Europe. Succès immédiat, fascinant, qui s'explique aussi par l'aspect commercial des choses, forcément ? Oui, puisque Georges Nagelmaker est un entrepreneur, ses projets visent à gagner de l'argent, et il a compris qu'il existait déjà, avant même que son train soit mis en circulation, une clientèle riche, aisée, prête à dépenser de l'argent pour voyager confortablement entre Paris et Istanbul, sachant qu'à cette époque, nous sommes donc à la fin du 19e siècle, des capitaux européens, allemands mais pas uniquement, sont investis dans l'Empire ottoman.
Alors, son succès, on l'a dit, ne se dément pas d'entrée. Il y a beaucoup de légendes aussi qui entourent l'Orient Express. On pense par exemple à Laurence d'Arabie. Il n'est pourtant sans doute jamais monté à bord. Alors oui, l'Orient Express, comme vous venez de le dire, est devenu mythique, et cela très peu de temps après sa naissance. C'est-à-dire que le train remporte un succès immédiat, les écrivains s'en emparent, et donc l'image, en quelque sorte, prend le pas sur la réalité. Laurence d'Arabie est un militaire anglais actif durant la Première Guerre mondiale, et sa mission est de créer des foyers de sécession dans le sud de l'Empire ottoman, notamment dans ce qui deviendra le royaume d'Arabie saoudite. Ouais. Et il existe à cette époque un train qui n'est absolument pas l'Orient Express, et Laurence d'Arabie va prendre d'assaut ce train, qui est un train turc, et je pense que c'est de là que vient la légende de Laurence d'Arabie liée à l'Orient Express. Vous avez parlé de la littérature. La célèbre romancière Agatha Christie, elle, en revanche, a bien pris l'Orient Express, et pas qu'une fois, semble-t-il. En 1930, elle embarque à bord du train jusqu'à Istanbul. Quel rôle a-t-elle joué dans la popularisation et le mythe de l'Orient Express? Eh bien, le roman qu'elle sortira quelques années plus tard, Le fameux crime de l'Orient Express, rencontre tout de suite un immense succès, et ce succès sera réactivé dans les années 70 avec le fameux film de Sidney Lumet. Et non, et j'allais poursuivre en disant que une nouvelle adaptation cinématographique de ce film, réalisée par Kenneth Branagh, qui est l'auteur de la préface de ce livre, est annoncée pour cet automne. Donc on voit que le succès de l'Orient Express, du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, ne se dément pas. Il est porteur encore aujourd'hui en 2017. Alors il y a 100 ans, jour pour jour, le 11 octobre, si je ne m'abuse, 1917, Mata Hari est exécutée pour espionnage en France. Cette femme, elle s'était donné ce nom qui veut dire soleil levant dans un dialecte indonésien, précisément de Java. Pourquoi son nom est associé historiquement à l'Orient Express ? Alors, Mata Hari est une danseuse, une danseuse de haut vol, si je puis dire, ce qu'on appelait au 19e siècle une demi-mondaine ou une courtisane, c'est-à-dire qu'elle vend ses charmes aux têtes couronnées ou aux grosses fortunes de l'époque, et c'est dans ces conditions-là qu'elle a accompagné de riches voyageurs à bord de l'Orient Express. Et par la suite, étant donné ses connaissances, elle balancera au début de la Grande Guerre entre princes allemands, fortunes françaises et belges, pour finalement, si on en croit l'acte d'accusation, être convaincue de trahison contre les Alliés au bénéfice de l'Allemagne. Ouais. Alors il y a aussi beaucoup de fantasmes, il y a notamment la mode des wagons-lits qui a suscité de nombreux dessins aimablement grivois. C'est Paul Morand qui le dit et qui poursuit en disant « Rien ne commence par la littérature, mais tout finit par elle, y compris l'Orient Express ». Comment interprétez-vous cette phrase? Eh bien, l'Orient Express a inspiré les écrivains, les poètes, les romanciers, on l'a vu avec Agatha Christie, et a également inspiré certains textes de littérature érotique auprès d'auteurs comme Guillaume Apollinaire. Alors c'est un travail titanesque que vous avez réalisé, beaucoup d'archives inédites d'ailleurs. Il y a aussi les ateliers de restauration où les voitures historiques sont témoins de cette histoire mythique, reviennent à la vie. D'abord, quand est-ce que décline l'Orient Express historiquement? En fait, parler de la rénovation des wagons. Comment dire, l'entre-deux-guerres marque l'apogée de la Compagnie internationale des wagons-lits et celle de l'Orient Express, et par contre-coup, la Seconde Guerre mondiale, avec une destruction d'un nombre important de voitures, porte un coup d'arrêt momentané à l'Orient Express, et en fait le coup final, en quelque sorte, sera porté par la guerre froide, puisque les trains ne circuleront plus ou quasiment plus. Et que sont devenus les vestiges de l'Orient Express? Eh bien, les vestiges de l'Orient Express, pour certains d'entre eux, ont été rachetés lors de ventes aux enchères qui, dès le début des années 80 et puis plus récemment en 2011, ont fait beaucoup parler d'elles. La SNCF a racheté certaines voitures, et surtout, plusieurs de ces voitures ont été classées à l'inventaire des monuments historiques et ont fait l'objet de campagnes de restauration. Et ainsi, à la fin du livre, vous voyez des voitures en cours de restauration, notamment dans les ateliers de construction du centre en Auvergne, à Issoire, ainsi que la restauration de panneaux de marqueterie aux ateliers Philippe Allemand. Et pourquoi les rénover? Pour être un témoin de l'histoire ou
Je pense que la SNCF a à cœur aujourd'hui de valoriser son patrimoine. C'est ce qu'avait déjà montré l'exposition organisée à l'Institut du monde arabe en 2014. Il était une fois à l'Orient Express, avec la présentation sur le parvis à la fois de la locomotive, du fameux tender et d'une voiture. Et la SNCF semble poursuivre sur cette lancée qu'elle avait inaugurée il y a maintenant 3 ans. Est-ce que vous diriez que la fin de l'Orient Express fait écho aujourd'hui aussi à un âge d'or révolu, à savoir ce mot Orient qui, on l'a dit, objet de tous les fantasmes. On a aussi parlé d'orientalisme. Quel est votre regard d'historien à ce sujet ? Je pense que si l'Orient Express éveille une nostalgie qu'on pourrait qualifier de nostalgie positive en quelque sorte, ce serait par rapport à ce que le train pouvait incarner à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, illustrant les liaisons qui existaient déjà à l'échelle de l'Europe occidentale et puis au-delà vers un pays tel que l'Empire ottoman. Et finalement, ce que George Nagelmaker a réussi à mettre en place annonce d'une certaine manière l'Europe de la communauté économique européenne et au-delà certains partenariats entre les deux rives de la Méditerranée. L'Orient Express, surnommé très vite, pour conclure, le roi des trains, le train des rois. Pourquoi ? Alors, le train des rois, parce que à son bord voyageaient de nombreuses têtes couronnées, et le roi des trains en raison de ses décors somptueux, de la qualité de son service, que ce soit dans les... Il y a des chapitres où vous abordez par exemple le vin, où on aborde aussi un peu... Vous donnez beaucoup de couleurs dans ce livre. Beaucoup de couleurs sur la qualité des menus servis à bord des voitures-restaurants, la qualité du service avec ce qu'on appelle le fameux conducteur, qui était chargé à la fois de guider les voyageurs jusqu'à leur lit, et puis de répondre à leurs besoins si l'un souhaite un verre d'eau durant la nuit. Il y avait quoi au menu ? Alors, caviar, non ? Non, pas toujours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parfois les menus varient selon les pays traversés, parce qu'il pouvait y avoir des arrêts avec un approvisionnement local. Ainsi, quand vous traversez la Hongrie, on vous propose ce célèbre vin, le Tokaj. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Guillaume Picon, Orient Express, de l'histoire à la légende, édition Albin Michel. Merci à vous. Merci.